printemps 1879, il y a un homme qui sort tout seul. Il raconte que toute sa famille est morte de faim pendant le temps. Et les prêtres qui sont là, qui l'accueillent, remarquent une chose assez évidente, c'est que l'homme en question, il a pas l'air d'avoir manqué de nourriture pendant ne serait-ce qu'une seule journée. Puis l'affaire, c'est qu'il y a des faims qui s'arrêtent quand on mange, puis il y a des faims qui grossissent à chaque bouchée. Salut, c'est Alex Black. Si vous aimez les histoires qui font peur, les histoires qui font froid dans le dos, les histoires paranormales, mystérieuses, peu importe, vous êtes au bon endroit parce que c'est tout ce qu'on raconte ici. Une belle histoire le jeudi. Exceptionnellement cette semaine où j'ai pas eu le temps d'uploader comme d'habitude, mais je vais essayer de me rattraper en publiant une deuxième vidéo cette semaine. Bon, pour comprendre l'histoire, il faut reculer quand même très loin. Avant le Canada, avant les routes, avant les villes. Parce que dans les forêts du Nord, chez les peuples algonquiens, les Cris, les Ojibwe, les Inuits et plusieurs autres nations voisines, il existe une croyance qui traverse les siècles, une des plus anciennes du continent, qui s'appelle le Wendigo. Selon la langue, ça se dit aussi Wendigo, ça se dit Witiko, ça se dit Witikau, bref, il y a plusieurs façons de le prononcer, puis je vais tout de suite corriger quelque chose, que c'est que le Wendigo, que vous avez peut-être déjà vu en ligne, souvent il est un peu représenté comme un monstre avec une espèce de crâne de cerf, des bois sur la tête, bref, c'est pas vraiment la tradition, en fait pas du tout. C'est une invention récente qui est sortie au cinéma du 20e siècle, mais on va y revenir, je vais pas m'éparpiller. Le vrai Wendigo des récits, il est différent. Puis honnêtement, il est pire. En fait, il est très très pire. C'est un géant. Il est décharné, la peau grise, un peu comme desséché, croûté, les yeux enfoncés dans le crâne. Puis au milieu de la poitrine, il y aura un cœur de glace. Maintenant, voici le détail qui, on peut dire, glace le sang dans l'histoire, c'est que le Wendigo, il a faim. Il a tout le temps faim. Il a une faim, en fait, qui s'arrête jamais. Parce que plus il mange, plus il grandit. Plus il grandit, plus il a faim. On voit ça chez les humains aussi. Donc, vous voyez le piège, j'imagine, c'est une faim qui peut jamais être rassasiée. Le Wendigo, il dévore, il est jamais plein, il se bourre tout le temps, comme un requin, c'est ça, quelque chose qu'il a faim. Là. Puis le Wendigo, c'est pas juste un monstre là, qu'on voit comme dans les films qui rôde dans le bois, c'est aussi un état. C'est bizarre à dire, là, mais c'est comme si le Wendigo, c'est quelque chose dans lequel un être humain peut basculer. Par la famine, ça peut être par le froid extrême, ou, gardez en tête, par la cupidité. Même aussi par l'égoïsme, par peur, par le fait de se placer au-dessus des autres. Bref, il y a plusieurs façons où le Wendigo peut vivre à travers les humains. Parce qu'au fond, cette légende-là, il servait à quelque chose de très, très concret. Dans des sociétés où l'hiver pouvait tuer, où la famine, c'était plus qu'une menace réelle, le Wendigo, c'était, disons, le plus grand des thèmes. Puis l'appel ultime, c'est « tu ne mangeras pas ton prochain ». Ça date d'il y a très longtemps, cette règle-là. C'est pas mal la loi de base. Puis peu importe à quel point tu as faim, tu ne manges pas les autres. Le jour où tu fais ça, tu n'es plus vraiment humain. Puis le premier à mettre cette croyance-là par écrit, c'est pas un anthropologue moderne. Non, c'est un Français, ici même, au Québec, en 1636, un genre de missionnaire, un missionnaire jésuite du nom de Paul le Jeune. Il est installé dans une région de Québec, puis là, éventuellement, il a écrit une lettre à ses supérieurs qui, eux, étaient en France. Puis dans la lettre, il rapporte les propos d'une femme qui lui parle d'une créature dévoreuse d'êtres humains. Puis elle va encore plus loin dans son histoire en disant c'est une chose, c'est un monstre qui aurait mangé tous les membres de toutes les tribus voisines. Puis selon ce qu'elle dit, c'est la créature pourrait même aller jusqu'à manger encore plus de tribus, encore plus dans le premier. Le tout premier récit de ce phénomène-là vient d'ici. Maintenant, on fait une petite avance rapide, on arrive au 20e siècle. Puis là, c'est là qu'on tombe sur des missionnaires. Puis aussi des premiers anthropologues qui commencent à décrire quelque chose de très, très étrange. Puis ils l'appellent la psychose du Wendigo. Puis l'idée, en fait, c'est qu'un individu qui est souvent l'hiver, qui est isolé, qui est affamé, perdrait peu à peu l'appétit pour de la nourriture normale. Il sombrerait tranquillement dans une espèce de dépression. Il se croirait possédé par le Wendigo, puis il développerait ensuite de ça une obsession, une genre de faim compulsive pour la chair humaine. Puis en 1960, il y a un chercheur qui s'appelle Morton Teicher, qui fait une étude complète sur le sujet. Puis là, ça devient célèbre. C'est présenté comme le trait le plus connu des peuples du Nord. Mais là, voici le truc, parce que des années plus tard, il y a un autre anthropologue, je sais pas en fait c'est quoi un anthropologue, dans le fond. Lou Morano. Lui, il va passer 5 ans sur le terrain. Il va aller chez les Cris, il va aller chez le Budget du Nord, puis pendant 50 ans, il va éplucher toutes les archives qui parlent de ça. Il cherche des cas fameux, des cas crédibles, puis sa conclusion, en 1982, elle est brutale. Il dit en gros, il n'y a probablement jamais eu de psychotique du Wendigo. Ça, c'est assez énorme à savoir, parce qu'il n'y a aucun, ça veut dire qu'il n'y a aucun cas fiable de quelqu'un qui a tué uniquement juste pour assouvir une faim obsessionnelle de chair humaine. Mais ce qu'il y avait par contre, c'était autre chose. Des gens qui tuaient pour survivre dans des conditions impossibles. Ou des communautés terrifiées qui accusaient quelqu'un d'être en train de se transformer,
et qu'il le mettait à mort. Alors, gardez ça en tête parce que bon, ça peut être à rentrer dans un des cas, c'est pas le cas en fait le plus célèbre de toute cette histoire-là. Le seul cas qui a vraiment été documenté, qui a été jugé, qui a été condamné au Canada. C'est là que ça devient une histoire de vraies personnes. On est au-delà de la légende. Son nom, c'est Swift Runner. En cri, son nom, c'est Takeshi Kochi. C'est un cri qui vient d'aujourd'hui, ce qui s'appelle l'Anda. Et ce gars-là, dans les années 70, il sort de guide pour la police à cheval du Nord-Ouest. Il fait du commerce avec la compagnie de la ville du Sun. C'est un homme quand même assez connu, crédible. C'est un homme qui, en fait, est très, très, très capable de survivre dans le bois, mieux que la plupart, mieux que n'importe qui. Mais Swift Runner, il y a un problème. Un gros problème d'alcool. Selon les récits, ça finit par coûter vraiment cher. On le met à la porte parce qu'il boit trop. Puis même sa propre bande d'amis, on peut dire ça comme ça, il tient la distance. Bref, il devient isolé. Personne ne veut être avec lui, il est trop alcoolique. Donc à l'automne 1878, il fait ce que sa famille a toujours fait pour survivre. Il porte dans le bois pour l'hiver, il va trapper avec les siens, avec sa femme, avec ses enfants, puis d'autres membres aussi de sa famille proche. Alors là, il s'enfonce dans la forêt avec eux, loin de tout, vraiment dans le fin fond de la forêt. Puis l'hiver, tombe sur l'hiver, il fait froid. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est. Un hiver comme ça dans le nord, pour ceux qui ne savent pas, c'est très très froid. C'est du froid qu'on peut dire qui mord. Encore, c'est l'été, c'est l'enfer. La neige, elle enterre tout. Elle enterre littéralement tout. Puis là, ça fait en sorte que le gibier est rare. Puis la nourriture manque. Vraiment beaucoup. Et le premier à tomber, c'est le fils aîné. Lui, il meurt de faim. Et la famille l'enterre. Imaginez, vous êtes dans un campement, c'est silencieux, c'est l'hiver, il y a de la neige partout, il n'y a pas d'animaux. Il n'y a plus rien à faire cuire. Là, on entend le bois qui craque dans le feu le matin, le bois qui peine à survivre. Puis un matin, on a une famille qui se met à bouillir le cuir de la tente. Leurs chaussures aussi. Ils font ça parce qu'en fait, le cuir, quand on le bouillit assez longtemps, ça finit par ramollir. Puis c'est un peu là qu'il en était rendu tellement il faisait froid. Ils voulaient ramollir le cuir pour avoir un peu plus de confort, être capable de marcher, de se coucher. Tranquillement, ça se transforme un peu en scène d'horreur. Pas nécessairement le film d'horreur typique là, avec un slasher avec une hache ou peu importe. C'est la famine. Puis ça, on peut tous comprendre. La famine peu récente. Quand on a très faim, quand on est sur le bord de mourir de faim, c'est plat. Mais là, il y a un détail qui va tout changer. Environ à 25 miles de leur campement, il y avait un poste de la compagnie de la baie de Tulle. Ça veut dire de la nourriture, ça veut dire de l'aide apportée quand même pas si loin. Donc gardez ce détail-là en tête, gardez-le vraiment parce qu'on va y revenir. Donc là, on tombe au printemps 1879, la neige commence à fondre, puis il y a un homme qui arrive. Il arrive tout seul. Il arrive à une mission catholique de Saint-Albert. Ça, c'est dans la région du lac Aigle. Et bref, c'est Swift Runner qui arrive, et il est tout seul. Il raconte son histoire au missionnaire, il dit que sa famille est morte, que la faim les a emportés, puis que sa femme, elle se serait enlevée. Les prêtres entendent ça, c'est une tragédie, c'est affreux, mais c'est pas impossible, en fait, là, avec un hiver comme ça, à cette époque-là. Que les prêtres, eux, ils observent Swift Runner, puis ils se disent une chose, il y a quelque chose qui colle pas dans son histoire. Parce que, premièrement, Swift Runner, pèse dans les 90 kilos. Un homme qui vient de survivre à une famille morte de faim, qui n'est pas maigri du tout. Même pas un peu, il est solide, il est en chair, ou au contraire, il a l'air en forme. Deuxièmement, la nuit, Swift Runner s'endort. Il fait des terreurs, il se réveille en sursaut, comme s'il était hanté par quelque chose. Comme si quelque chose le poursuivait dans son sommeil. Les missionnaires se posent la seule question logique, c'est comment un homme, comme Swift Runner, après tout cet hiver, peut avoir l'air aussi bien nourri, après l'hiver qu'il décrit, après tout ce qu'il a raconté, comment c'est possible? Donc là, il alerte la police à cheval, dans le GRC, j'imagine, du Nord-Ouest. Et la police demande à Swift Runner de les amener au camp. Là, à ce moment-là, on est au nord-est d'Edmonton, en pleine forêt. Et au début, il les guide. Mais en chemin, il y a comme quelque chose qui se passe. C'est qu'à un moment, il essaie de les mener dans la mauvaise direction, comme si, finalement, il voulait pas qu'ils le voient. Ils finissent par arriver au campement. Et ce qu'ils découvrent sur le campement, c'est beaucoup d'ossements, des restes humains. Puis parmi eux, des longs os qui sont brisés, qui sont vidés. Ces os-là, portaient les marques de quelqu'un qui cherchait ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis je sais pas trop comment le dire, comme quelqu'un qui mangeait pas pour pleurer ses morts, mettons. Quelqu'un qui mangeait pour se mourir jusqu'à la dernière miette. Puis on se rappelle, la baie de Tulle était à 25 miles. C'est loin, mais quand même pas si peu non plus. Il y avait quand même de l'aide à porter, c'était pas... ça semblait être au-delà de la famine, au-delà de quelqu'un qui va vraiment mourir de faim. Au final, il aurait toujours bien pu marcher. Confronté à tout ça, Swift Runner, finit par avouer. Puis ce qu'il avoue, c'est qu'il a tué toute sa famille, un par un, y compris les plus jeunes. Puis entendre ça, on peut imaginer pour la police, c'est insoutenable. Mais il y a quelque chose qui rend ce cas-là unique. C'est quand on demande pourquoi Swift Runner fait ça, Swift Runner ne dit pas qu'il avait faim. Il dit pas non plus qu'il était désespéré. Il dit qu'il était possédé. Il était possédé par le Wendigo.
Et le 8 août 1879, il y a un procès qui s'ouvre. Puis il y a un magistrat qui s'occupe de tout ça, qui s'appelle Hugh Richardson. Le jury, lui, est composé de gens du coin. Il y a des métis, puis il y a aussi des locaux qui parlent l'écrit. Puis Swift Runner, il nie rien. En fait, il raconte, puis il maintient sa défense. Il dit, le Wendigo m'a pris, le Wendigo m'a forcé. Mais le tribunal, lui, voit pas un homme possédé, il voit vraiment un meurtrier qui a juste tué sa famille de sang-froid pour se nourrir, pour pratiquement s'exploser la panse d'avoir mangé. Alors il est coupable et il est condamné à mourir. Puis il y a des détails quand même assez absurdes parce que la police n'avait jamais pensé à la pendaison. Personne ne savait comment faire. Puis c'est finalement un clairon, dénommé Fred Bagley, qui se trouve chargé d'organiser l'événement. Puis c'est un vétéran qui fait office de bourreau. Donc c'était un peu garoche. Puis le 20 décembre 1879, à l'aube, à peu près 7h30 du matin, là on a un froid assez mordant. On a Swift Runner qui monte à l'échafaud à Fort Saskatchewan. Puis selon plusieurs récits, il était comme étrangement calme. Il aurait même plaisanté avec le prêtre qui était venu l'accompagner. Puis à 7h30, par le matin glacial de décembre, Swift Runner est pendu. C'est la première exécution légale de toute l'histoire des territoires du Nord-Ouest. C'est la première de toute cette région. Et donc voilà, on se dit l'histoire pourrait finir là. Le monstre a été attrapé, il a été jugé, il a été exécuté. Mais souvenez-vous de Lou Marano. C'est l'anthropologue qui avait passé 5 ans à chercher des vrais cas de psychose du Wendigo, puis qui a conclu que ça existait probablement. Parce que des décennies plus tard, il y a un ethno-historien d'Edmonton, qui s'appelle Nathan Carlson, qui va se pencher vraiment en profondeur sur le dossier de Swift Runner. C'est lui, en fait, qui en donne, je pense, là, la lecture la plus, disons, complète. C'est Carlson, mais remarque une chose, c'est que la plupart des morts dans cette histoire, le fils aîné, les premières victimes, s'inscrivent dans un contexte de famine réel. L'horreur d'un hiver qui, malheureusement, pardonne pas. Mais l'affaire dans cette histoire-là, c'est qu'il restait quand même de la nourriture accessible. Il restait un choix. Puis le vrai mystère de l'histoire, c'est ça, en fait. C'est pas que, est-ce que le monstre existe? Swift Runner dit qu'il était possédé, peut-être qu'il l'était vraiment, peut-être que c'était aussi la seule façon là, qu'il avait de nommer ce qu'il avait fait, ce qui s'était passé à l'intérieur de lui. Une genre de chose, une faim insatiable qui a grandi, puis qui s'est pas rassasié, malheureusement. Peut-être que c'était sa manière de vivre ça. Mais l'histoire derrière ça, on focus sur le Wendigo, Swift Runner, on se pose des questions, mais dans les faits, c'est pas nécessairement pour lui que je voulais raconter l'histoire là, dans l'ensemble, mais c'était aussi pour eux, les victimes. Parce qu'avant, d'être juste des victimes qui ont été mangées par un supposé possédé du Wendigo, c'était aussi une famille, c'était une femme, c'était des enfants. C'est des gens qui, à l'automne de cette année-là, ont juste fait leur bagage, sont partis dans le bois avec leur père, pour, comme ils sont habitués de le faire, comme leurs parents, leurs grands-parents l'avaient fait avant eux. Puis ils sont partis avec leur père, avec leur famille, en faisant confiance. C'était l'homme qui était censé les protéger, les nourrir, s'occuper d'eux. C'était le guide, il connaissait le territoire. Il savait comment survivre. Des enfants qui ont eu aussi froid, qui ont eu aussi peur, qui ont eu faim aussi, là, qui n'auraient jamais dû, à mon avis, mourir de la main de la personne qui était en charge d'eux. La personne, en fait, en qui il avait probablement le plus confiance au monde. Je dirais que c'est pas mal ça là, qui est plus déchirant. Puis le pire, c'est qu'en fouillant, j'ai comme pas trouvé avec certitude combien il était, combien de membres de sa famille étaient. C'est comme si les sources se contredisent, fait que je veux pas nécessairement rentrer dans les chiffres. Là. On connaît même pas pour certains le nom de tout le monde. C'est aussi ça qui est triste. L'histoire est documentée, ce qui est arrivé est documenté, mais on n'a pas les noms en tant que tel. On n'a pas le nombre, là, c'est assez poche. Puis il y a aussi une dernière chose là, que, en lisant, en regardant tout ça, j'ai pas réussi à oublier, là, c'est que dans certains récits, les proches cris de Swift Runner avaient pris une décision. Ils avaient dit s'ils essaient de s'évader pour une raison ou une autre, ils vont ils vont pas juste le brûler, mais ils vont le démembrer. Parce que dans leur croyance à eux, c'est la seule façon d'empêcher un Wendigo de revenir. Puis c'était pas juste de la superstition gratuite, là, c'était aussi une culture qui, depuis des siècles, avait un mot là, pour une chose qui pousse les hommes à dévorer les siens. Puis aussi une manière de s'en défendre. Le Wendigo, pour les nations algonquiennes, c'est pas juste une légende, c'est pas juste un costume d'horreur, un costume d'Halloween, c'est pas non plus une bébête de jeu vidéo, mais c'est plutôt une croyance vivante. C'est une croyance sérieuse qui, en fait, qu'ils ont façonné pour probablement une raison. Se rappeler là, les uns des autres comment rester humain. Rester humain quand toutes les circonstances de la vie poussent à plus l'être finalement. Et l'auteur, Ojibwe Basil Johnston, lui a écrit que les Wendigos sont jamais vraiment disparus, mais qu'ils ont juste changé de forme. Puis la vraie question, c'est pas nécessairement est-ce que le Wendigo existe, mais de savoir plutôt lequel, en dedans de nous, on est en train de nourrir. Alors voilà ce qui s'est passé dans ce bois-là de l'hiver 1878-1879. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le Wendigo existe? Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.